Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 33 de Light. Ça y est, on est en 2025, c'est officiel. Et on continue évidemment les podcasts, on continue Light parce que, quelle que soit la graine que tu es, moi je veux que tu fleurisses. Et j'ai bien compris que ça s'arrêtait pas à l'instant T, c'était un processus continu. Et c'est pour cette raison que je pense que le podcast à intervalles réguliers et assez long dans le temps pour t'accompagner, qui sait, jusqu'à tes 80 ans, Inch'Allah, je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Pour cette semaine, j'ai préparé 5 idées aux petits oignons. On verra ce que ça va donner, mais je les aime plutôt bien. En ce moment, j'ai des nouvelles intuitions, des nouvelles réflexions ou des trucs auxquels j'avais déjà pensé, mais j'étais jamais allé un peu plus en profondeur. Et cette semaine, c'est ce que j'ai fait sur certaines choses. En premier, on parlera de Antoine de Saint-Exupéry et de ses grandes leçons. Euh, j'ai trop surkiffé ce gars, notamment parce que j'ai appris qu'il était né à Lyon, la ville dans laquelle je me trouve. Donc petit clin d'œil sympathique. En deux, on verra ce que personne ne comprend sur la confiance en soi. J'ai beaucoup de choses à dire, que j'ai écrit d'ailleurs dans ce carnet, parce que j'ai pris une grande décision, c'est que maintenant, je vais quasiment que écrire sur papier, et non plus sur ordi. Ça fait 3 jours que j'ai commencé, pour l'instant c'est calamiteux, j'écris super mal, j'ai l'impression d'avoir des idées qui sont éparpillées un peu dans tous les sens, mais bon, j'ai envie de persévérer parce que mon intuition me dit qu'il faut le faire. En 3, on verra ce qu'on appelle le mythe du passé. Ce que j'ai décidé d'appeler le mythe du passé. En 4, le cheat code pour tenir n'importe quelle habitude. J'aime plus que ça, c'est le cheat code ultime, ok? Parce on en a entendu des conseils pour tenir nos bonnes habitudes. Celui-là, t'inquiète pas, il va un peu changer. Et en 5, on verra une petite éloge de la simplicité. J'avais envie de faire ça. Avant qu'on attaque le plan de semaine, j'ai une très très grande annonce. Préparez-vous. Mon second cerveau. C'est une blague. Ok, c'est une blague. Je vais pas encore vous parler de mon second cerveau. Je vais parler d'un autre truc qui est l'ouverture du banquet. Qu'est-ce que c'est le banquet? J'en avais parlé il y a quelques semaines. C'est un club de lecture que j'ai décidé d'ouvrir à Lyon. Pour le moment, ça va être en physique, ça va être réservé seulement à 10 personnes parce que c'est en phase de test, hein. On va déjà un peu voir ce qu'il en retourne. J'ai trouvé un café sympa où on va pouvoir se réunir, où on va pouvoir avoir un espace et ça sera le dimanche 19 janvier à 10h. Donc, si ça t'intéresse, si t'es dans les parages de Lyon et que t'as envie qu'on se regroupe, à 10, c'est-à-dire moi et 10 personnes du podcast Light, j'ai hésité à en parler sur les autres réseaux et tout, et je me suis dit, non, je réserve aux auditeurs de Light parce que c'est quand même ceux que je kiffe le plus et de loin. Donc, il y a un lien en dessous de ce podcast où tu peux t'inscrire. Ça coûte 5 € pour la simple et bonne raison que moi, ça me permet déjà d'engager à minima les gens, parce que bon, on sait qu'il y en a potentiellement, il y en a certains qui peuvent dire qu'ils viennent, mais au final, ils viennent pas. Et en échange, moi, je paye toutes les boissons sur place. Je fais pas ça pour gagner 50 balles. Loin de là, c'est juste pour que ça soit un peu plus simple. Et à partir du moment où tu auras payé, tu auras l'adresse du café ainsi que le livre à lire. Bon, j'espère que tu seras assez rapide. Tu vas avoir en gros 15 jours pour le lire. Mais bon, ça va, c'est un livre plutôt simple que je suis en train de lire en ce moment. Mais je dirais pas c'est lequel. Bon bref, premier lien en bio. J'ai décidé d'appeler ça le banquet en référence évidemment à Platon. Et ça m'excite. Franchement, ça m'excite. Je pense que ça va être cool. Et let's go retrouver un peu du physique et du lien. Qu'on fasse les choses correctement et dans le réel. C'est tout pour l'annonce. Il y a toujours mon second cerveau, évidemment, mais bon, je crois que ça y est, tous les auditeurs de Light l'ont acheté déjà. Mais bref, si c'est pas encore ton cas, n'hésite pas à voir encore dans la description. C'est le condensé de toutes mes notes. On attaque sur le plan de semaine, c'est parti. On va pas faire trop long. Et après, bim bam boum, on va sur Antoine de Saint-Exupéry parce qu'il nous régale. Parce qu'il nous régale. Il y a pas mal de choses à nous partager. Alors, plan de semaine, le 6 janvier, c'était fou d'écrire 2025 ce matin, ça m'a fait un peu bizarre.
Bon, au niveau de la down list, ce qu'on a accompli, je fais 4 séances de muscu. J'avais dit, vas-y doucement et tout. Au final, j'ai quand même fait 4 séances de muscu, mais j'en ai fait 3 qui étaient assez slow. C'est-à-dire, c'était des séances de 20-25 minutes. J'ai fait un foot, par contre, lui qui a duré 1h30, c'était génial. Bref, j'ai écrit une nouvelle vidéo YouTube sur le divertissement. On en a parlé la semaine dernière. J'ai fini un livre de Stefan Zweig, 24 heures dans la peau d'une femme, qui était vraiment bien. Je trouve que ce gars, il écrit, c'est abusé. Genre, moi, je tourne les pages, j'ai oublié que j'avais tourné la page. J'ai fait plein de méditations cette semaine, parce que j'avais mis qu'un des objectifs, c'était quand même de prendre soin de mon corps. Et j'ai eu cet appel. En fait, d'ailleurs, c'est assez fou et je saurais pas exactement comment l'expliquer, mais plusieurs fois cette semaine, genre 5-6 fois, j'ai été appelé pour méditer ou faire des respirations, je l'ai fait. Et il y a même un moment où je suis allé assez loin parce que, bon, je sais pas, j'ai perdu la notion du temps. J'étais dans ce que philosophiquement on pourrait appeler l'éternité. Et mon corps a commencé à bouger tout seul, notamment au niveau du cou. Et c'était assez fou. Bon, bref. Ouverture du banquet, ça c'est quand même cool. Nutrition au top. En ce moment, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, c'est très agréable. Je consomme beaucoup moins de protéines qu'avant. Ça peut paraître assez contre-intuitif parce que moi, on m'a quand même dit pendant longtemps que c'était très important de manger plein de protéines. Et je suis encore de cet avis, évidemment. Mais c'est juste que là, je suis dans une phase où il me faut beaucoup... Enfin, il y a une sorte d'inflammation un peu chronique et d'aliments que je digère mal. Et en ce moment, je mange beaucoup plus juste de légumes, de féculents, plein de fruits, plein de machins. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et je le vois sur mon énergie, sur ma digestion et tout. Ça n'a rien à voir. Bref, au niveau des améliorations, j'ai mis que en ce moment, je suis un peu surpris parce que beaucoup plus léger avec moi-même et pour autant, je me sens super super bien. Bref, au niveau des KPI, 1h12 de temps d'écran. Là, on est en train de taper des records. J'ai 2 heures de WhatsApp, 1 heure de musique, 1 heure de messages. Et c'est tout. Et c'est tout, genre. Franchement, même sur l'ordi, je pourrais regarder, je pense, cette semaine, j'ai regardé quoi? J'ai regardé genre un documentaire sur Arte. J'ai regardé une vidéo de Thibaut InShape. Je crois que c'est tout. J'ai regardé que ça. Franchement, je fais pas ça pour être stylé, genre. Je fais pas ça pour être stylé, mais je suis de moins en moins attiré par ces formes de distraction et de divertissement, parce que évidemment j'en consomme plein d'autres. Je suis allé au ciné 2 fois par exemple cette semaine, donc voilà, on voit que c'est un peu remplacé. J'écoute plein de musique, machin et tout, mais en tout cas il y a une consommation de la distraction et du divertissement qui a beaucoup évolué et qui fait énormément de bien. Et, et ça peut paraître assez fou, mais je pense que je suis dans une des plus belles phases de ma vie d'épanouissement et de sérénité. Et ça, ce n'est pas éloigné, loin de là, du fait que j'ai décidé de disparaître un peu des réseaux. J'en suis assez convaincu. Bref, pour finir avec les objectifs, cette semaine je vais faire 5 séances de muscu, notamment au poids du corps, un foot, tourner et écrire une nouvelle vidéo, enfin tourner la vidéo que j'ai écrite, parce que là j'ai plus mon studio et je me vois un peu mal faire ma vidéo YouTube ici, même si la caméra est plutôt stylée, hein, mais le décor ne l'est pas encore. Mon appart n'a pas bougé, j'ai toujours pas acheté de chaise. J'ai acheté une chaise romaine, mais j'ai pas acheté de chaise de bureau. Ça montre à quel point le sens des priorités n'est pas exactement là où on pourrait le croire. J'aimerais bien finir le livre que j'ai commencé, donc, et le résumé. Et ensuite, il y a les calls de mentorat et un autre truc que pour le moment, je ne vous dis pas. C'est parti, on parle de Saint-Exupéry parce que le mec est trop stylé et trop fort. Et qu'il y a plein de choses qui ont beaucoup résonné en moi. C'est notamment une vidéo que j'ai lu Le Petit Prince, enfin je l'ai relu il y a 2 semaines et ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, si vous l'avez jamais lu, foncez parce que c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je l'ai lu d'une traite, genre en one shot. Une matinée, c'était avant Noël ou juste après, je sais plus. J'ai tout lu tellement c'était passionnant. Et j'ai aussi regardé une vidéo comment il s'appelle le philosophe, je crois, un truc comme ça, qui a résumé un peu ce qu'avait fait Antoine de Saint-Exupéry. J'ai pris pas mal de notes qui sont dans le second cerveau. Donc, Saint-Exupéry, il est né à Lyon en 1900
et il est mort en 1944. Il est mort, disparu, suite à un vol à côté de Marseille et d'ailleurs on a retrouvé, c'est un pote qui me racontait ça, on a retrouvé il y a pas longtemps une bague qu'il avait, des plongeurs un peu par hasard. Bref. Et c'était donc un aviateur, un poète et un écrivain. Son plus grand ouvrage de loin, c'est Citadelle, qui fait un peu une sorte de brouillon qui fait plus de 1000 pages, qui n'était pas achevé en fait. C'est paru après sa mort et c'est sa sœur, je crois, qui l'a publié. Parce que il l'avait pas fini. Il est évidemment aussi connu pour Le Petit Prince. Il y a aussi Terre des Hommes, dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. J'aimerais bien creuser. Alors, une grande question que se pose Saint-Exupéry, et à laquelle il tente de répondre, et il nous invite à nous questionner, c'est pourquoi est-ce que l'humain, il a tendance à se sacrifier? Pourquoi est-ce qu'il fait la guerre? Pourquoi est-ce qu'il fait tous ces trucs? Et pour lui, un élément de réponse, c'est que c'est toujours pour sauver la frontière intérieure de l'homme qu'on accepte le sacrifice de soi. C'est ce que enfin c'est un peu ce qui est sacré en chacun de nous et qu'on appelle notre citadelle intérieure. Pour lui, c'est un peu la raison qui fait que les individus sont prêts à se sacrifier, c'est à partir du moment où on touche un peu à cette forme de d'intériorité et qu'on vient la perturber. Il dit ton secret c'est ton sang et si tu le donnes entièrement, tu meurs. J'aime beaucoup ce que dit aussi Saint-Exupéry à ce propos concernant notre citadelle intérieure, donc ce qu'il y a en nous, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, l'âme, mais pour moi ça va beaucoup plus loin parce que ça touche aussi à l'esprit, mais même peut-être au corps. Il dit que ce qui fait l'énigme de chaque être, ce ne sont pas les choses qui composent sa vie, mais la façon dont il noue les choses entre elles. Notre fameux empire intérieur est ce qui fait qu'on est unique. Parce que des joueurs de poker, il y en a beaucoup. Des joueurs de poker qui font de la danse à l'opéra, il y en a pas beaucoup. Des joueurs de poker qui font de la danse à l'opéra et qui, en plus de ça, sont en train de lire en ce moment, par exemple, Le Petit Prince, bah il y en a plus. En fait, il y a que toi. Et c'est ce qui fait que t'es unique. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec la création de contenu et le fait de suivre beaucoup sa curiosité, c'est qu'en fait, on va vers des centres d'intérêt qui nous sont propres et on crée des liens qui parfois n'ont jamais été faits entre certaines disciplines. Bref, à mon avis, c'est là où vraiment on arrive à se dissocier et à retrouver une forme d'individualité. C'est dans les nouveaux liens qu'on est capable de créer. Ok, bon, il y a la vraie question, parce que ça c'était la petite question introductive par rapport à Saint-Exupéry, mais la vraie question pour lui, qu'il pense qu'on doit tous se poser, c'est que dire aux hommes pour qu'ils redeviennent des créateurs? Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait quelque chose. Parce que pour lui, la société moderne aujourd'hui, elle nous empoisonne un peu avec la politique, et nos questions les plus importantes sont devenues un peu des questions qui sont sans intérêt et qui n'ont, enfin peut-être pas sans intérêt, mais en tout cas qui sont bien moins importantes que d'autres qu'on considère comme futiles. Ça me fait penser au moment où il y a dans Le Petit Prince, il y a l'aviateur, donc qu'on pourrait interpréter comme étant Saint-Exupéry, qui arrive qui est dans le désert, il vient de cracher son avion, et son premier réflexe c'est ok, comment je fais pour réparer, machin et tout. Et il y a Le Petit Prince, il arrive et il dit dessine-moi un mouton. Il dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Dessine-moi un mouton. Mais non, je m'en fous là, faut que je répare mon avion, je vais crever ici. L'aviateur, non, non, moi je fais des choses sérieuses. Et ça énerve Le Petit Prince, il est en mode ah là là, si c'était ça les choses sérieuses. Et bref, il finit par dessiner le mouton et tout. Donc bref, on voit bien cette distinction entre l'aspiration créatrice et la tentative de résoudre des problèmes. Et pour lui, il y a deux situations qu'il faut bien distinguer, c'est de gérer un problème et créer. On gère tout comme des problèmes alors qu'il faut souvent être dans une posture de créateur. Et donc c'est ce que j'ai donné avec l'exemple du Petit Prince. Il essaye de gérer la situation en réparant son moteur, donc il voit ça comme un problème, mais alors qu'il y a une voix dans sa tête qui lui dit de créer et de dessiner un mouton. Et la voix dans sa tête, c'est le Petit Prince. Et je trouve qu'elle est intéressante là,
cette vocation à redevenir des créateurs parce que pour lui, en fait, il faut se méfier de l'intelligence et il pense qu'on est un peu tous prisonniers de notre logique. On est devenus des stratèges, on le voit d'ailleurs, hein, comment est-ce qu'on gère nos vies en général, c'est souvent sous le prisme de la logique et de l'intelligence, au détriment, parfois, de notre force créative. Le piège de la logique est de nous faire croire à un lien de causalité entre le passé et l'avenir. Ce qui relie le passé et l'avenir, ce n'est pas un lien logique, mais un lien créateur. Ça, c'est complètement fou, je trouve. De comprendre que il n'y a pas de lien de causalité entre le passé et l'avenir, et qu'à chaque instant, il est en réalité une création, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Et ça fait beaucoup de sens dans le fait de revenir dans un premier temps au présent, avant de constamment être soit dans la projection, soit dans le fait de se remémorer des événements dans le passé. Et revenir dans le présent, c'est avant tout redevenir un créateur. Et la société ne sert plus à créer, elle sert simplement à organiser et à gérer. Et ce que dit Saint-Exupéry, c'est que être vivant, c'est souvent échanger sa vie contre des choses qui ont beaucoup plus de valeur à nos yeux. C'est une forme de création. Par exemple, celui qui éduque s'échange contre ses enfants, d'une certaine manière. Il y a une forme de transmission. Celui qui cultive son jardin s'échange, en tout cas échange son temps et son énergie, contre la récolte à venir. Et on voit bien que on a tous cette démarche au quotidien. On échange des choses, on échange du temps de vie et une partie de nous-mêmes contre d'autres qu'on estime avoir de la valeur. C'est un peu le travail, c'est ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que notre travail, s'il a pas de sens et qu'en réalité, il apporte une valeur à nos yeux qui n'est pas supérieure à ce qu'on lui a donné, c'est très frustrant. Et est-ce que l'argent est une valeur supérieure? Là, c'est une grande question à laquelle, personnellement, je pense avoir la réponse, mais elle me concerne. Il y a une citation qui est connue de Saint-Exupéry qui dit: «L'intelligence et la logique ne peuvent comprendre que le passé». Plus le progrès avance, plus nous sommes gérés par la logique. Et donc, selon lui, il faut qu'on retrouve notre instinct et qu'on le remette au cœur de notre existence. L'homme véritablement créateur, c'est celui qui est capable de créer un dieu. Ça, c'est puissant. Je, je rejoins beaucoup Saint-Exupéry là sur... En fait, regardez un petit peu autour de vous et vous verrez que tout le monde cherche constamment à créer. Nous avons, l'être humain et l'homme, besoin de créer. Et c'est ce qu'on fait depuis toujours. On crée des relations, on crée des espaces de vie, on crée des projets, on crée une famille, on crée un jardin, on a tout le temps en fait cette démarche de création. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est trop à appréhender la création sous le prisme de la logique et de l'intelligence. Sauf que ça, c'est antinomique à la création. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu bases tes raisonnements et ta logique sur le passé, tu vas pas être capable de faire quelque chose de nouveau en partant de ça, en fait. Et donc, il y a une forme de lâcher prise que Saint-Exupéry rattache à l'instinct, entre autres, qui permet de retrouver cette force créatrice qui est un peu à l'intérieur de nous tous, en fait. Et genre, il me semble que c'était la semaine dernière que j'ai parlé de cette citation. Genre, un des plus gros regrets que tu peux avoir dans ta vie, c'est de ressentir un appel à créer quelque chose et de l'inhiber et de le faire taire. Et je pense pas que tout le monde doit devenir un artiste qui fait de la peinture ou qui crée des morceaux ou qui fait du rap. Non. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait tous être un peu plus à l'écoute de nos instincts qui ont souvent une vocation créatrice, pas forcément artistique, mais en tout cas créatrice, et de ne pas toujours les appréhender dans un second temps sous le prisme de la logique et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et c'est assez fou, mais moi, je vis de plus en plus de cette manière et maintenant j'appréhende la création de contenu et les idées ainsi.
C'est-à-dire que je ne cherche pas à choisir une idée de vidéo qui va bien marcher, qui colle avec mon positionnement, et cetera. Ça se fait a posteriori. Avant tout, je suis ma curiosité. En ce moment, voilà, j'ai envie de lire des romans. Je lis pas mal de romans. Je m'intéresse à la biologie. Bon, bref, tous ces trucs. Je sais pas exactement où ça va. Mais par contre, je sais très bien, et ça me l'a fait plein de fois, où un jour, je me dis, oh, en fait, je vois là le lien qui pourrait être fait entre tous ces sujets et qui amènerait à cette thématique ou à ce titre. Et après, je réfléchis au titre et je me dis, ok, comment est-ce que maintenant je convainc les gens que c'est bien et que ça vaut le coup de cliquer et d'écouter. Mais donc, je pense que aujourd'hui, on réprime nos instincts et que ça nous fait plus de mal que de bien, même si on est constamment en train de justifier que c'est le bon choix et que c'est comme ça qu'on doit procéder. Ah putain, je crois que c'est dans le livre que je suis en train de lire actuellement qui disent tu n'as pas besoin d'avoir de raison pour avoir peur. Et bah, je pense que c'est la même chose pour beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Il y a pas besoin toujours d'avoir des raisons. Qui t'a fait croire que tu devais avoir une raison pour faire quelque chose? Je sais pas. Je sais pas, ça mérite à mon avis d'être questionné. Mmh. Je propose qu'on passe à la deuxième idée et qu'on aille sur ce que personne ne comprend sur la confiance en soi. OK. Bon, je vais commencer par une citation que j'aime bien qui dit: «Avoir confiance en soi, ce n'est pas rentrer dans une pièce et penser être le meilleur. Avoir confiance en soi, c'est rentrer dans une pièce et ne pas se comparer aux autres parce que on connaît notre valeur et on sait ce qu'elle vaut.» Aujourd'hui, je pense que on on a mal compris ce que ça signifiait avoir confiance en soi et j'aimerais remettre un petit peu de clarté et d'éclaircissement. J'aimerais remettre de la light sur ce point. Bon, j'ai écrit plein de notes dans mon carnet, mais j'ai peur de m'embrouiller la tête. Mais bon, je vais quand même le sortir. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, une fois, ma mère a été convoquée à l'école et on lui a dit, Madame, votre fils a trop confiance en lui. Et je vous jure que ce n'est pas une blague. Ça s'est vraiment passé et ma mère a un peu pété les plombs parce qu'elle s'est dit, mais comment on peut dire ça à un enfant? Quand on voit autour d'eux que la plupart d'entre eux en manquent beaucoup, et que c'est difficile et plus on avance en âge, surtout à l'adolescence en général, plus c'est quelque chose qui se perd. Et là, on est en train de dire à mon fils qui a confiance en lui que c'est pas très bien, genre parce que bon, j'imagine des fois ça pouvait être excessif, hein, ce que je comprends. Je pense que je levais par exemple tout le temps la main en classe parce que je voulais tout le temps donner les réponses quoi. Et même si je me trompais ou si c'est pas grave, moi j'étais en mode je vais essayer machin et tout. Ah c'est ça, c'est ça. Euh, je sais pas, je pense que j'avais aussi tendance à dire beaucoup un peu ce que je pensais, alors que c'était peut-être pas toujours le bienvenu ou que les autres ils voulaient pas entendre ce feedback. Comme ils sont très doués, enfin les enfants sont très doués pour faire ça d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression, ils te mettent en face de trucs qui te titillent mais qui souvent sont très vrais. Bon bref, j'ai toujours eu un peu confiance et je pense que c'est une de mes grandes qualités. Et je me suis donc posé la question, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi et comment on fait pour la développer? Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette étude-là, fake it until you make it. En gros, tu fais semblant d'être dans une position, par exemple, de confiance, on regarde le cerveau et on s'avère que y a un pic de testostérone. À l'inverse, tu vas faire genre, t'es un peu une victime et bon, bah, il y a plus de production, je sais pas, de cortisol, de stress ou à l'inverse, beaucoup moins de testo. Et cette étude, on est un peu arrivé à la conclusion selon laquelle, bon, bah, en fait, quand tu fais semblant de faire un truc, bah ça marche pour de vrai, genre. Et donc tu peux te permettre aujourd'hui de faire semblant, par exemple, d'être à l'aise quand tu vas aborder une fille dans la rue, alors que pas du tout. Et donc ça va bien se passer. Tu peux faire semblant d'être super riche et d'être super bon en business. T'as regardé plein de vidéos, t'as les connaissances, etc. Et donc ça va passer crème. Tu peux aller dans un hôtel 5 étoiles et discuter avec les gens. Sauf que cette étude, elle s'est révélée être en grande partie fausse parce qu'elle a été reproduite plusieurs fois et il y a aucun chercheur qui a abouti au même résultat. Et ça, pour moi, c'est intéressant.
c'est intéressant et c'est tout le paradoxe de la confiance en soi. Pour moi, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être doué ou d'être à l'aise avec quelque chose pour que ça soit le cas. En général, c'est un peu, pour moi, l'opposé, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est tu sais que t'es débutant et t'as pas besoin de le cacher. Et ça me fait penser à ce fameux film 8 Miles de Eminem où on voit qu'il commence un freestyle, une sorte de rap contenders avec avec je sais plus qui, ou bref, il commence à exposer un peu toutes ses faiblesses. Il est en mode, ouais, j'ai des problèmes d'alcool, ouais, machin, ouais, ça va pas bien avec ma daronne, ouais, ça va pas bien avec ma meuf, tac, tu vas faire quoi? Tu peux plus m'attaquer. Ça, pour moi, c'est le summum de la confiance en soi. Et c'est très lié à la vulnérabilité et à la sincérité. C'est un peu, c'est comme s'il y avait plusieurs degrés et plusieurs de niveaux de confiance en soi, mais ça, pour moi, ça touche à quelque chose de bien plus pur et de bien plus vrai. Je pense aussi à un autre morceau de Dinos qui s'appelle Les garçons ne pleurent pas, que j'aime beaucoup. Et, euh, et si je devais résumer un peu le morceau, je dirais que c'est tu deviens un homme non pas le moment où tu arrêtes de pleurer, mais tu deviens un homme plutôt le jour où tu apprends et tu comprends que c'est une bonne chose d'être capable de pleurer. Et ça, pour moi un homme, c'est bien plus quelqu'un qui est capable de pleurer et qui a pas peur de le cacher, plutôt que quelqu'un qui ne pleure jamais. Et c'est pour ça qu'il dit les garçons ne pleurent pas, parce que les garçons, c'est le toi un peu adolescent qui essaye de faire le caïd et qui pense qu'il faut pas pleurer. Donc, avoir confiance en soi, ça signifie pas ne rien ressentir. C'est au contraire le fait de ressentir un truc et de ne pas le cacher. Alors, tout dépend de la situation, évidemment. La confiance, c'est quand tu réduis le plus possible l'écart entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que tu exprimes à l'extérieur. Donc, à l'image de la peur et du courage, c'est pas l'absence de peur, mais plutôt le dépassement de celle-ci. Je, je vois quelque chose de très beau dans la confiance en soi, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec les instincts de Saint-Exupéry. Pour moi, un haut niveau de confiance en soi, c'est arrêter de prendre ses instincts comme des cris extérieurs qui n'ont aucun sens parce que d'un point de vue logique, ça colle pas. Avoir confiance en soi, c'est avant tout, je pense, être capable de revenir à soi avec le plus de sincérité et d'humilité possible et d'arrêter de faire semblant. Et je pense que c'est ça, quand tu as confiance en toi, tu n'as plus besoin de faire semblant. Parce que on a cette image sur la confiance en soi de quelqu'un qui, dans toute situation, est imperturbable, charismatique, sans peur, sans crainte, qui réussit bien ce qu'il entreprend, etc. Ça, pour moi, c'est la version édulcorée de la confiance en soi qui existe. Et quand tu es assez bien avec toi-même et t'as pas besoin de te cacher certaines parties de toi-même, ça existe et ça se voit justement que tu fais pas semblant d'avoir cette confiance. Mais tu peux aussi être dans une position de faiblesse et avoir très fortement confiance en toi. Parce que tu sais que tu ne te mens pas à toi-même. Imaginons que t'es dans la rue et que tout d'un coup, je sais pas, on t'appelle et on t'annonce une mauvaise nouvelle, t'es avec tes amis, etc. Je sais pas pourquoi t'es pris d'émotion et t'as envie de pleurer. D'après toi, est-ce que avoir confiance en soi, c'est retenir ses larmes, faire genre y a rien et être avec ses potes en mode ouais tranquille, moi tout va bien, ma vie est carrée, ou s'effondrer en larmes et dire qu'au final bah ça va pas et que tu te sens super mal. Moi, je pense que la vraie confiance en soi, c'est celle qui arrête de faire semblant. J'aimerais bien, je vais regarder c'est quoi l'étymologie du mot confiance. Je trouve ça intéressant ça vient qu'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Let's go. Ça vient de une définition renvoie à l'étymologie latine du verbe confier qui signifie avec et fier. Ok. Donc j'aime bien l'idée de on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Confiance en soi, c'est se fier à soi-même. Et se fier à soi-même,
Alors évidemment, il y a cette notion aussi de j'ai dit que je fais quelque chose, je le fais. Ça pour moi, c'est aussi très important dans la confiance en soi. Encore une fois, c'est ne pas se mentir à soi-même. Et donc c'est se fier à soi-même. Mais se fier à soi-même, ce n'est pas toujours se fier à l'image qu'on aimerait de soi-même, qu'on interprète souvent avec la confiance en soi. C'est la véritable confiance en soi, c'est se fier à soi-même, peu importe ce que ça nécessite de faire et d'acquérir. Et c'est en ce sens où je pense que j'ai une assez grande confiance en moi, c'est que je me suis fié à moi-même quand j'ai senti que j'en avais marre, par exemple, des écrans et des réseaux sociaux, et que si ça continuait, j'allais me trahir d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce choix et que j'ai pris cette décision qui, d'un point de vue logique, pouvait paraître être complètement débile, mais qui, vis-à-vis de moi-même, faisait beaucoup de sens. Se fier à soi-même. Je pense que c'est apprendre à se fier à soi-même, ça renvoie aussi beaucoup à cette notion d'autonomie, hein. Est-ce qu'on est capable de se faire assez confiance? Est-ce qu'on est capable de, par soi-même, de, je sais pas, réussir à trouver, des choses quand on en a besoin, de gagner de l'argent par ses propres moyens, même si, je ne crois pas à l'indépendance, mais bien plus à l'interdépendance, évidemment. Personne n'est rien sans les autres, hein, et moi le premier, évidemment. Bref, c'était important pour moi de parler de ça, et je pense que ça sera le prochain sujet de ma vidéo YouTube, mais je n'ai pas encore tous les points de la carte. Mais ça commence à un petit peu à s'éclaircir. Troisième idée, on va parler du mythe du passé. Le mythe du passé. Commençons par une citation de Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie en 77. Je bois de l'eau. J'ai perdu l'habitude de dire que je buvais de l'eau, mais c'est parce qu'il y a la caméra, et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire de dire que je bois de l'eau. Mais je sais que la plupart d'entre vous m'écoutent sur Spotify. Quoique, je dis ça, mais la dernière vidéo YouTube, vous avez été plutôt pas mal, parce que, bah d'ailleurs, la chaîne Light sur YouTube a passé les 1000 abonnés, les 1100. Donc, et merci tout le monde. Et le dernier podcast a fait 3200 vues sur YouTube. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Même si j'imagine qu'il y en a plein qui ont écouté 2 minutes. Mais bon, c'est pas grave, je vous en veux pas. Donc, citation de Ilya Prigogine. L'univers actuel est une possibilité parmi une infinité d'autres, tout aussi plausibles, qui ne se sont pas réalisées. Il y a une question qui me trotte dans la tête là depuis quelques temps, c'est notamment Saint-Exupéry qui m'a monté ça, qui m'a donné envie de creuser ce sujet, c'est OK, attends, comment ça le passé et le futur, il y a aucun lien? Genre, et on peut pas l'appréhender par la logique et tout. J'ai envie de creuser, parce que si c'est vrai, ça a des implications qui sont phénoménales et que pour l'instant mon cerveau n'arrive pas à capter, mais qui au fond, je sens, sont sont assez fortes. Mais donc bref, il s'avère que je pense que tout le monde est assez convaincu pour dire que l'avenir est imprévisible. Et à chaque instant, il y a une infinité de possibilités qui s'offrent à nous, et notre présent n'est que l'une d'entre elles qui s'est réalisée parmi une infinité d'autres tout aussi plausibles. Et c'est ce que les scientifiques appellent la théorie du chaos déterministe. En gros, l'histoire, si on revient donc sur le passé, elle ne se répète jamais. Et il s'avère que c'est impossible. Alors, je pense que vous avez déjà entendu, que tu as déjà entendu ce truc de l'histoire ne se répète jamais, mais souvent elle rime. Ce qui est plutôt vrai. Ou celui qui n'étudie pas le passé est condamné à le revivre. Ce qui est aussi plutôt vrai. Mais alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Et dans ces cas-là, si l'avenir n'a pas de lien avec le futur, pourquoi, si l'avenir n'a pas de lien avec le passé, pourquoi est-ce qu'on étudie le passé, et comment est-ce qu'on fait pour, dans nos vies, trouver des branches sur lesquelles s'accrocher? Parce que au bout d'un moment, enfin, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Oui, l'incertitude, oui, tout est incertain, machin, mais on voit bien à quel point le cerveau a quand même besoin de se rassurer constamment sur plein de choses, et que s'il le fait pas, ça peut créer beaucoup d'angoisse. Et moi, quand je rentre chez moi et que je sais que j'ai de la nourriture dans le frigo, bah, je suis plutôt content et apaisé. Eh bien,
Il s'avère que l'histoire, elle ne sert pas à prévoir l'avenir, mais elle sert surtout à se libérer du passé. Et Yuval Noah Harari, il explique dans son livre Homo Deus l'intérêt de l'examen de l'histoire en prenant l'exemple de la pelouse. Oui, oui, tu as bien entendu, on parle de pelouse. On parle de terrain de foot, de magnifiques herbes bien soignées. On parle de ça. Bon, alors la pelouse de base, c'est né dans les châteaux des aristocrates français et anglais à la fin du Moyen Âge, où elle constituait une sorte de luxe inouï par la surface et les soins qu'elle exigeait. T'imagines bien, hein. Moi d'ailleurs, j'ai jamais compris comment c'était possible. Enfin, c'était super chiant chez ma mère, on avait à peu près 1 hectare de terrain, et je passais souvent la tondeuse. Et je trouvais ça chiant, mais chiant, parce que je me disais, mais c'est comme les cheveux, quoi. Il faut faire ça tous les mois. Les cheveux, heureusement, c'est pas moi qui le fais, ça prend 10 minutes. Mais la pelouse, ça prend genre 2-3 heures et il faut faire ça genre tous les mois quasiment. C'est quand même un peu abusé. Je vais baisser la luminosité de la caméra là. Ah merde, j'ai fait l'inverse. Hop, c'est un peu mieux. Donc, elles sont dès lors devenues des symboles un peu de puissance et de richesse. On parle de la pelouse. Et les humains en sont venus à associer une pelouse bien entretenue devant sa maison au statut social. Et aujourd'hui, on voit que même au Qatar, en plein désert, les riches familles font pousser des pelouses. Et c'est là où Yuval Noah Harari, qui je sais parce que je discutais avec un ami qu'on pourrait qualifier de sceptique et qui a un bel esprit critique, qui me disait que il y a pas mal de choses dans ses livres a priori qui étaient inexactes. Mais bon bref, pour autant, là je trouve qu'il a fait preuve d'une grande intelligence. Lire cette brève histoire de la pelouse pourrait bien vous faire réfléchir à 2 fois avant d'en ajouter une à la maison de vos rêves. Libre à vous de le faire, bien entendu. Mais vous êtes aussi libre de vous débarrasser de ce legs culturel des ducs, des natables capitalistes et des Simpsons pour imaginer plutôt un jardin de pierre japonais ou une création entièrement nouvelle. Telle est la meilleure raison d'apprendre l'histoire. Non pas pour prédire le futur, mais pour se libérer du passé et s'imaginer d'autres destinées. Bien entendu, cette liberté n'est pas totale. On est toujours façonné par le passé. Mais une certaine liberté vaut mieux que rien. J'avais jamais vu les choses sous ce prisme, mais je trouve que ça fait beaucoup de sens. Parce que aujourd'hui, on est beaucoup à avoir hérité d'énormément de choses, et étudier le passé ne permet pas de mieux le comprendre et de prédire l'avenir, mais simplement d'avoir un peu plus de connaissances et de clarté sur pourquoi est-ce que j'aspire à ça? Pourquoi est-ce que je procède comme ça? Et en fait, ça permet juste, et je pense que c'est genre une des motivations peut-être les plus fortes chez l'être humain, avec l'envie de création, mais qui est fortement liée, c'est l'envie de liberté. Se sentir le plus libre possible. Et on le sait d'ailleurs quand je parlais de techniques de négociation, que quand on empile les arguments, c'est pas bon parce qu'on a l'impression, la personne a l'impression de se faire avoir et de plus vraiment être libre de choisir ou non. Alors qu'on sait que quand on fait de la négociation avec quelqu'un, ce qui est très important, c'est d'amener la personne elle-même à se sentir libre de ses choix. Parce que quand on fait ça, on se sent mieux. Et donc, étudier le passé, ça permet surtout de retrouver une forme de liberté, d'être en mode, ok, j'agis comme ça, a priori, bah, c'est parce que, d'un point de vue culturel, historique ou même familial, il s'avère que ça s'est produit de telle manière. Et c'est là que pouah, tu captes le boom immense et l'intérêt de par exemple la psychologie ou d'autres choses qui permettent de revenir un peu sur ce passé et d'essayer de mieux le comprendre. Et bah, c'est un peu comme par magie où tout d'un coup, une fois qu'on a mis des mots sur ça et qu'on les a éclairés, ils perdaient de leur importance et on avait retrouvé une forme de liberté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui agissent d'une certaine manière, mais qui ne sont pas réellement libres de le faire ainsi. Et c'est pas juste une question de survie où je dois faire ce job parce que j'ai pas le choix et que je dois me nourrir, mais je pense que c'est aussi dans les comportements du quotidien. C'est genre, bah, je regarde le cyclisme parce que mon père, il adorait le cyclisme et depuis que je suis petit, je vois ça. Ok. Maintenant, prends un peu de recul
Étudie ce comportement, ce mécanisme, vois si ça te fait du bien et vois si tu as envie de le perpétuer ou pas. Parce que comme il l'a dit Harari, libre à vous de le faire, bien entendu, bien entendu. Mais étudier ce passé, c'est très très important. Et donc, ne vous méprenez pas en pensant que quand vous étudiez le passé, c'est-à-dire quand vous étudiez qu'est-ce que vous avez fait précédemment, vous allez pouvoir en déduire un futur meilleur. Pas forcément. En tout cas, enfin, vous pourriez en déduire un futur meilleur dans le sens où vous serez plus libre. Et ça, c'est déjà une belle victoire, mais qui doit se savourer à l'instant T et qui n'a pas vocation à faire quelque chose dans le futur qui est lié à ça. Regarder vers le passé permet donc de déconstruire les carcans qui nous limitent en les mettant à leur juste place, celle de construction sociale, parfois non nécessaire. Le passé permet donc de retrouver une forme de liberté dans le présent pour pouvoir créer un futur qui nous ressemble un peu plus, dans lequel nous sommes un peu plus libres et nous sommes un peu plus créateurs. Parce que pour revenir sur donc le passé, il s'avère que c'est très ancré en chacun de nous. Le cerveau fonctionne de cette manière, il a tendance à faire constamment des prévisions. Il essaye de prévoir, ça va lui compter combien d'énergie, ça va ressembler à quoi, comment est-ce que va se passer la situation, etc. Et plus il y a d'inconnus, plus c'est une situation qui est nouvelle, qui pourrait être associée donc à l'incertitude ou à l'inconfort, plus le cerveau va émettre des réserves sur la situation ou va essayer en amont de l'anticiper au maximum. Et donc, il fait des prédictions. Mais ils sont toutes plus fausses les unes que les autres. Parce qu'elles reposent sur le passé. Et il y a une citation de Taleb que j'aime beaucoup qui dit « N'écoutez pas un professeur qui n'est pas capable d'improviser ». Ça, pour moi, c'est très vrai et c'est un petit peu le summum de la maîtrise d'un sujet. C'est à quel point est-ce que tu es capable d'improviser. Et il y a une autre citation de Charlie Munger que je vais vous lire qui dit à peu près la même chose. Donc, Neither Warren or I are smart enough to make decisions with no time to seek. Que ce soit moi ou Warren Buffett, on n'est pas assez intelligent pour prendre des décisions sans avoir le temps de réfléchir. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des décisions très très rapides, mais parce que, en fait, en amont, on a passé énormément de temps à nous préparer et à lire, en silence. Et donc, je ne cherche pas à prévoir la vie. Je cherche avant tout à la créer et à m'y préparer au mieux pour faire en sorte que quand la situation dans le présent émerge, je sois capable au mieux de la traiter. Et quand on... En fait, c'est drôle de... C'est pour ça que revenir au réel, c'est aussi important. Parce que revenir au réel, ça reconnecte instantanément au présent. Revenir aux interactions sociales avec les autres, tu ne peux pas, enfin, tu peux te servir de ton passé, mais tu vas être obligé constamment d'être dans une forme de création. Et ça, c'est le meilleur entraînement que tu puisses avoir. Et c'est pour ça que le fait de se préparer seul pour quelque chose avant que l'événement se produise, c'est bien et ça peut marcher, mais il y a c'est comme un sportif de haut niveau, au bout d'un moment, s'il veut avoir un très bon entraînement, il faut aussi qu'il reproduise des conditions entre guillemets réelles. C'est les termes qu'on emploie, des conditions de compétition. Parce que c'est jamais la même chose et c'est jamais capable. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier des prédictions, parce que souvent elles sont fausses, et qu'il faut se méfier de nos raisonnements basés sur le passé. Parce que parfois, ils nous induisent en erreur et ils empêchent d'être dans un processus de création. Et oui, il est là le lien. Parce que c'est exactement la même chose avec votre identité. Il y a une autre citation là que j'ai lue tout à l'heure de Alan Watts. Le mec passe sa vie à lire des citations, c'est quoi ce bordel? Qui disait you are under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago. Tu n'es pas obligé d'être la même personne qu'il y a 5 minutes. Tu n'es pas obligé. Parce que quand tu as compris que la vie se crée à chaque instant et que tu n'es pas dissocié de la vie, eh bien, dans cette situation, c'est logique
de comprendre que toi aussi, à chaque instant, tu es en perpétuelle création. Et donc, tu n'as plus besoin de baser ton identité sur le passé ou je ne sais quoi, mais ce que tu dois faire, c'est juste avant tout retrouver une énorme confiance en toi qui fait que tu es capable, en fonction de ce qui se passe à l'instant T, de t'adapter et de l'incarner au mieux que tu peux. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, c'est encore des idées à mon avis qui méritent d'être approfondies de mon côté. Mais le podcast permet justement ça et si ça vous inspire des trucs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dalidutilleul@gmail.com. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. D'ailleurs, ça me régale parce que je fais un petit big up à Mathilde. J'ai dit que j'avais envie de faire des cours de psycho et elle m'a envoyé un mail avec ses cours de psycho et tout, donc trop sympa. D'ailleurs, ça c'est aussi un truc sur lequel je compte persister. Ok, quatrième idée, qui va être... Les deux dernières sont beaucoup plus rapides. Le cheat code ultime pour tenir une bonne habitude. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté une chaise romaine. J'ai bu. C'est pour ça que j'étais pas là. Et depuis que j'ai acheté cette chaise romaine, bon, tranquille, hein, c'était il y a 4 jours, il s'avère qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait des dips et des tractions. Et en fait, c'est devenu facile pour moi. Et hier, je discutais avec une fille des routines et des habitudes, et j'ai vu sur son regard que tout de suite, elle associait ça à quelque chose de plutôt négatif. Elle était en mode, ah ouais, les routines, machin et tout. Je lui ai dit, en fait, je pense que j'ai plus du tout la même conception de l'habitude et de la routine que les gens. Enfin, que les gens, ça veut rien dire, mais que je l'avais auparavant, en tout cas. Parce que c'est souvent comme ça qu'on base nos mécanismes de réflexion. Et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très redondant, de très répétitif, qui est pas très agréable pour le cerveau, hein. Moi, je le vois bien, et je pense que ça, pareil, c'est un instinct qu'on pointe du doigt comme s'il était mauvais, alors que c'est pas le cas. S'exposer régulièrement à de la nouveauté et en avoir besoin, ce n'est pas un putain de problème. Moi, je le vois là dans la nourriture, où en fait, il s'avère que quand je mange trop souvent le même aliment, mon corps commence à moins bien le digérer et j'en ai marre. Et j'inclus un nouvel aliment, genre hier, j'ai mangé des brocolis, ça faisait longtemps. C'était génial. C'était incroyable. Alors que c'est des brocolis, genre normalement t'es pas en extase sur ce truc. Et on sait que c'est très très important. Le docteur Mouton, il recommande de consommer 200 variétés dans l'année de fruits et légumes différents. Et même, c'était un autre gars qui a écrit un livre sur le microbiote, etc., qui disait, au lieu de penser que vous devez manger 5 fruits et légumes par jour, dites-vous que vous devez manger sur la semaine 25 fruits et légumes différents. Non, je crois pas qu'il a dit ça. Non, non. 25 fruits et légumes par semaine, plutôt. Mais donc, vous pouvez ajouter... Enfin, tu vas pas manger 25 bananes et 25 carottes, quoi. Tu peux manger des trucs différents. Et donc, on a besoin, en fait, de cette nouveauté. Et c'est pour ça que la routine, c'est chiant. Et que la plupart d'entre nous, on en a marre. Parce que ça demande de réprimer ses instincts. Et moi, je pense pas qu'il faille réprimer ses instincts. Mais pour autant, je pense que c'est compatible avec le fait de progresser dans des domaines et de tenir une forme d'habitude. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, déjà, on arrête de voir la routine comme quelque chose de strict et de rigide. Et depuis que j'ai cette chaise romaine, alors il y a deux choses. Il y a deux choses. La première sur laquelle je voulais parler, c'est que une routine n'a pas besoin d'être stricte et qu'elle peut être flexible. Et plus votre routine sera flexible, plus vous aurez des chances de la réussir. Par exemple, moi, pour cette année, en tout cas pour ce premier trimestre, j'ai 3 grandes habitudes que je veux tenir et que je veux faire tous les jours. Faire du sport, écrire et lire. Ok? C'est des habitudes qui sont simples, qui sont faciles à faire et qui peuvent se réaliser de plein de manières différentes qui peuvent amener constamment de la nouveauté. J'en ai marre de lire un livre, je peux lire un nouveau livre. J'en ai marre d'écrire, eh bien, c'est pas parce que ce matin, t'as pas envie d'écrire que ce soir, tu n'auras pas envie d'écrire. Arrêtez de faire des prédictions.
Vous n'êtes pas capable de savoir dans quel état d'énergie vous serez. Et c'est exactement la même chose pour le sport. Je je n'ai pas besoin quand j'ai pas envie de faire du sport et que j'avais prévu de faire une séance, bah, ça dépend, est-ce qu'il y a des gens ou pas? Quand il y a des gens, bon, bah, je vais y aller, hein, je sais pas, voilà. Mais si je suis tout seul chez moi, que j'avais dans ma tête, prévu un petit créneau là pour faire le sport à 11h, mais qu'il s'avère que j'ai pas trop envie et que je suis un peu fatigué et que, bah, ce matin j'ai pas beaucoup mangé et que là j'ai déjà faim, et bah, c'est pas grave en fait. Je vais manger à midi et je vais m'entraîner à 15h parce que l'envie de faire du sport va venir assez naturellement. Et si j'ai pas envie de faire de la muscu, eh ben j'irai courir. Et si j'ai pas envie de courir, eh ben je pourrais faire du yoga. En fait, à partir du moment où vous voyez les choses de cette manière-là, vous n'avez plus de problème d'habitude. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Et je dis ça, ça fait, je peux être considéré comme un gars qui n'est pas très régulier et qui pourrait être un peu un artiste fou qui va dans tous les sens. Mais en fait, quand je prends du recul, ça fait 3 ans que je lis, que on va dire que sur les 1000 derniers jours, j'ai lu sur 990 d'entre eux. Sur les 1000 derniers jours, j'ai fait du sport sur 800 d'entre eux. Genre, sur les 1000 derniers jours, j'ai écrit sur, là, je vais peut-être pas abuser, sur 300-400 d'entre eux. Et Et ça se fait assez, facilement, en fait. Hem et attention, hein, je veux pas vendre une version de la vie, sans effort et sans difficulté. Moi, je crois pas à ça. Et il y a des moments où je vais commencer à écrire, ça va être douloureux, ça va pas être agréable et je vais quand même y aller parce que j'ai commencé et que je me suis mis dans le processus et que c'est pas parce qu'il y a quelque chose de désagréable qui se présente que je vais le fuir. Mais ça, c'est aussi tout un travail, qui ne relate pas que de l'habitude, à mon avis. C'est un travail du quotidien, mais bon, bref. Et une deuxième idée, tant qu'on y est, du cheat code ultime pour tenir une habitude, selon moi, c'est de ne jamais en faire trop. Pourquoi? Parce que tu vas créer de la frustration et ça va te donner envie de recommencer le lendemain. Il y a un phénomène psychologique qu'on appelle le biais des extrêmes qui montre que le cerveau en permanence veut connaître les limites de l'être humain parce que bah en fait c'est pareil, c'est ce besoin de certitude. Genre ça fait quoi de pas manger pendant 7 jours? Je sais pas, mais maintenant quand je serai, bah ça va me rassurer un peu plus sur le monde parce que j'ai l'impression d'en connaître un peu plus. Ce qui est vrai et qu'en même temps ce qui est très illusoire. Donc le cerveau, il veut connaître les limites, et là ce que tu fais en n'en faisant pas assez, c'est que tu l'en empêches et que tu le frustres. Et ça rejoint la règle des 85% du coureur Carl Lewis qui disait qu'il courait à l'entraînement toujours à 85% de ses capacités et pas plus. Parce que comme ça, quand il était en course, bah, c'est là où il se permettait de tout lâcher, quoi. Je m'entraîne comme ça en ce moment. C'est-à-dire que je cherche beaucoup plus à le faire tous les jours, quitte à ce que ça soit pas très longtemps et à des fois être frustré. Par exemple, sur les tractions, je peux le... Il est où? J'ai mon carnet, bougez pas. J'ai mon carnet d'entraînement dans lequel je note quasiment tout. Bon bah vendredi 3, j'ai juste fait 30 dips et 15 tractions parce que j'avais des courbatures. Samedi 4, j'ai fait 40 dips, 22 tractions et 40 abdos. Dimanche 5, donc hier, j'ai fait 50 dips, 29 tractions et 75 squats. Vous voyez, ça monte petit à petit. C'est pas énormément de volume, ça prend pas énormément de temps. Et ça m'a frustré. Et quand je me suis levé, par exemple, hier, bah, en fait, j'avais envie, déjà au réveil, de faire des dips et des tractions parce que le jour d'avant, j'étais un petit peu frustré. Et c'est comme ça que vous allez progresser dans un domaine. Je vois bien aujourd'hui à quel point on a tendance à manquer de patience et on a du mal à gérer l'intensité. Et moi, c'est comme ça que je me suis entraîné pendant trop longtemps, par exemple sur le sport. Je pensais qu'une séance de muscu qui ne faisait pas au moins 1 heure n'était pas une vraie séance de sport. Mais c'est faux, c'est complètement faux et au contraire, le problème c'est que bah ça faisait 2-3 jours que je m'étais pas entraîné, donc j'allais à la séance de muscu, j'avais des courbatures pendant 2-3 jours, donc j'arrivais pas vraiment à progresser parce qu'à chaque fois le temps de récupération était un peu trop important parce que le switch d'intensité était trop fort. Et donc maintenant, je cherche beaucoup plus à m'entraîner avec régularité, à augmenter petit à petit l'intensité, mais surtout à être patient et à pas sauter les étapes. Le but c'est Enfin, un gars qui s'entraîne 5 heures dans la semaine et qui fait 2 fois 2h30 versus celui qui va faire 7 fois 45 minutes à peu près, n'aura pas du tout les mêmes résultats et n'aura pas du tout la même progression. Et celui qui fait 45 minutes tous les jours a une bien meilleure progression. Donc soyez cette personne. Soyez cette personne. Et si vous voulez une petite astuce, il y a 2 règles pour être consistant
avec ces habitudes, un, tu le fais, et deux, tu te dis que tu peux arrêter le lendemain. Et tu répètes. Ça permet de un peu shortcut son cerveau. Bon bref, dernière idée, on va parler de l'éloge de la simplicité, ça va être assez rapide. Il y a une citation que j'aime bien de Frederick Maitland qui dit Simplicity is the end result of long, hard work, not the starting point. La simplicité, c'est le résultat long, c'est un résultat final, long, après beaucoup de travail, et ce n'est pas le point de départ. Hum, je trouve que j'ai retrouvé beaucoup de simplicité là dans ma vie et dans mon quotidien. Je sais pas exactement comment ça va évoluer, et que j'ai fait un peu machine arrière sur pas mal de choses. Mine de rien, le fait de passer beaucoup moins de temps sur les écrans, c'est revenir à une forme de simplicité. Décider de vendre plein de vêtements qui te plaisent plus trop et de revenir à des matières et des matériaux qui sont plus simples, à des coupes qui sont peut-être un peu plus basiques, tout ça. C'est aussi revenir à une forme de simplicité. Mais celle-ci, elle est souvent appréciée, comme l'a dit Frédéric Maitland, quand il y a, je dirais pas un pas en arrière, parce qu'on pourrait croire que c'est quelque chose de mauvais alors que ça l'est pas, mais en tout cas quand il y a une simplicité qui émerge d'une complexité passée. Et, et là, j'ai un peu tendance à faire ça dans pas mal de domaines de ma vie. Et c'est marrant parce que les stimulations ne sont plus exactement les mêmes. Ça peut paraître assez fou, mais le matin, désormais, quand je me lève, le simple fait de savoir que je vais, un, manger un petit déjeuner. Enfin, la première chose que je fais, c'est la routine de mobilité, mais faire ma routine de mobilité en écoutant du piano et prendre un petit déjeuner, c'est genre 10 sur 10. 10 sur 10. Et je suis en mode, oh, pouah, c'est trop stylé, quoi. C'est vraiment trop stylé. Et, et ça, à mon avis, c'est très très fortement lié au fait que je passe, que je suis plus sur les réseaux parce que, bah en fait, on arrête de se comparer aux autres, quoi. On a plus besoin, et ça pour moi c'est aussi un niveau de confiance en soi qui touche à quelque chose d'intéressant, parce que moi je me souviens quand j'étais petit, je voyais des vêtements sur Vinted et je les envoyais à mes potes et je leur disais ouais les gars vous en pensez quoi. Et s'ils me disaient ouais c'est pas ouf, genre si j'avais deux trois c'est pas ouf, je l'achetais pas. Alors que peut-être je le trouvais trop stylé et je le kiffais. Euh, Maintenant j'ai plus besoin de faire ça en fait. Genre j'ai plus besoin d'attendre que les autres me disent que ça c'est bien pour savoir que c'est bien. Mais attention, ça veut pas dire que j'ai pas besoin de l'avis, de l'opinion des autres et plus largement des autres. Pas du tout. Au contraire, je suis très très content d'échanger, de débattre par moments, de comparer même. Parce qu'il faut comparer, et on comparera, peu importe ce qui se passe. Mais ça dépend en fait comment est-ce que c'est fait. Et surtout, ça dépend comment est-ce que tu prends ta décision. Tu as le droit de te laisser influencer par la comparaison, par le débat, par les autres, mais une fois que ça c'est fait, tu dois revenir à toi et être en mode ok, maintenant, quelle est la décision personnellement que j'ai envie de prendre en sachant tout ça. Mais bon bref, dans ma vie il y a eu pas mal de changements où bon bah voilà, je suis revenu à une forme de simplicité qui fait que je l'apprécie d'autant plus. Voilà, j'étais en mode société, lifestyle, je sais pas, grands objectifs, routine compliquée, beaucoup de relations sociales, beaucoup de voyages, beaucoup de beaux endroits, de beaux restaurants, machin. Puis là, c'est voilà, c'est une sorte de changement qu'on pourrait apparenter à quelque chose de plus simple et de plus modeste, même si moi, ça me comble tout autant, voire plus. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Bon, petite recommandation pour terminer ce podcast, c'est une... J'ai mis où mon tel? Ah, il est là.
Je l'ai mis en bas du bureau pour ne pas être perturbé, pour ne pas être dérangé. Ouais, c'est une pianiste qui est un peu comme d'ailleurs Sofiane Pamar là. J'écoute beaucoup en ce moment et j'en ai écouté. Hein, si vous, franchement, Sofiane Pamar, vous mettez ça le matin quand vous vous levez et vous faites genre des petits mouvements comme ça là, toum, toum, toum. Enfin, c'est un peu une folie. Et il y en a une autre qui s'appelle Agnès Bold. Je crois que c'est ça. Ouais, Agnès Bold. Donc je vous recommande. Très très belle artiste. En ce moment, je prends énormément de plaisir à écouter de la musique. C'est magnifique. Qui sait, il y a peut-être allez, je vais peut-être commencer à faire du son un jour. Ça serait en vrai, ça serait marrant. Je suis un peu enfin moi quand il y a un truc que j'aime beaucoup consommer, au bout d'un moment, je me dis bon, est-ce que ça serait pas à mon tour là. C'est ce qui s'est passé sur YouTube, mine de rien. Bon, c'est la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc je le rappelle, le banquet, on se voit à Lyon. Pour l'instant, bon, ceux qui habitent pas à Lyon, je suis désolé, mais je verrai à l'avenir comment est-ce qu'on peut essayer de faire évoluer ça et potentiellement de le mettre dans quelques villes. Même si j'y suis pas, ça pourrait, à mon avis, être plutôt cool. Je trouverais genre des gens qui animeraient. Et je rappelle mon second cerveau, premier lien, toujours en description. Tu mets 5 étoiles, s'il te plaît. Si le podcast te plaît, si ça fait longtemps, ça serait bien d'être créateur au bout d'un moment et voilà de partager un peu de lumière, de partager light. Et on se voit la semaine prochaine. C'était Dali. Peace.